À toi. Hop. Bonjour à tous et merci d'être là pour ce petit séminaire. Moi, je suis Alexandre Collu et je suis actuellement ATER en faculté de pharmacie dans l'équipe phare. En fait, ce séminaire a pour but de présenter une partie des résultats de ma thèse qui va porter sur les mécanismes sous-jacents au redressement gravitropique et autotropique du peuplier. En fait, ma thèse a été réalisée à l'UMR Piaf à Clermont-Ferrand avec Bruno Moulia et Mélanie Descourtet. Cette présentation, elle se divise en trois parties. Donc la première, ça va être une légère introduction du contexte de ces travaux, une légère introduction à la biomécanique des plantes, et enfin aux résultats et aux quelques perspectives qu'on avait à la fin de ces travaux. Ça ne veut pas se passer. Donc la plante, dans son environnement, donc on peut prendre par exemple un arbre, va subir de très nombreuses perturbations. Donc on peut notamment penser à la facteur vent, au facteur pluie, neige ou grêle. Et en fait, cet ensemble de ces perturbations va créer un environnement dit fluctuant pour l'arbre, un environnement mécanique fluctuant pour l'arbre. Et face à ça, la plante a la nécessité de répondre à ces perturbations pour survivre dans cet environnement. Et dans ma thèse, je me suis focalisé sur le facteur vent. Dans ce contexte-là, on a plusieurs conséquences possibles du facteur vent au niveau des arbres. La première est l'oscillation mécanique, c'est-à-dire que la plante va osciller sans cassure avec un aspect réversible, c'est-à-dire que la plante, à la suite de la perturbation, va retrouver son état initial. Le plus grave, entre guillemets, est la cassure. Donc on peut passer au niveau des branches, des troncs ou des racines. Donc là, on pense surtout aux effets du vent durant des tempêtes, durant des ouragans, etc., etc. Et la dernière conséquence, c'est la posture altérée. Donc ici, on va parler au niveau des arbres de l'inclinaison et au niveau des céréales, on va penser à l'inverse, c'est-à-dire l'inclinaison du blé, du maïs, etc., lors d'orages, par exemple, durant l'été. Et en fait, ces conséquences vont dépendre de l'intensité de la perturbation. Avec une faible intensité, on aura plutôt des oscillations qui sont réversibles, sans cassure, forte perturbation, une cassure. Et du coup, durant ma thèse, je me suis intéressé à une intensité, on va dire, intermédiaire, c'est-à-dire la posture altérée. Dans ce contexte, donc, la posture altérée, c'est le déplacement permanent de la tige par rapport à la verticale, généralement causé par le vent, la pluie et parfois la grêle. On en a deux types. Donc, une au niveau de la tige, si le point de courbure est au niveau de la tige, donc comme on peut voir sur ce schéma, ou au niveau racinaire. Donc, si le point de courbure, la bascule est au niveau racinaire, et ça, on va le retrouver notamment au niveau des céréales l'été avec des verses racinaires dues à souvent une forte intensité de pluie. Quelles sont les conséquences sociétales et agricoles? Donc, les conséquences agricoles au niveau du céréal, on va avoir un plus faible rendement au niveau du blé et une plus faible qualité du grain. On peut le voir sur ce schéma de Seed from France. Si, du coup, en abscisse, vous avez la note de verse, et en fait, plus la verse est importante, plus le poids de 1000 grains ici va être impacté. Au niveau des plantes ligneuses, donc on va parler plutôt des arbres, c'est surtout concerné par les tempêtes hivernales. On a une étude en 2000 de Doleal qui indique qu'on a des pertes de plusieurs millions d'hectares chaque année en Europe et cela induit en fait une baisse de la qualité du bois. Donc en France, on peut surtout penser aux tempêtes de 1999 entre le 25 et le 28 décembre avec de fortes conséquences. Et ces conséquences vont être fortement impactées par le changement climatique, puisqu'on sait, avec le réchauffement climatique, on aura, qui plus est, un dérèglement climatique, donc des vents qui seront plus importants dans nos régions tempérées et des inondations beaucoup plus importantes à des périodes en fait critiques, notamment pour les céréales, donc plutôt printemps-été. Quelles sont les stratégies de la plante pour faire face à ces conséquences? Donc, la première stratégie, c'est la résistance. C'est la capacité d'une plante à maintenir un fonctionnement normal en présence d'un stress. Et au niveau des céréales, ça a déjà été étudié, notamment via la génétique, en modifiant la taille de la céréale et la résistance de la tale, donc de la tige. Au niveau des plantes ligneuses, on va plutôt jouer sur la croissance secondaire, donc la formation du bois et les propriétés du bois en elles-mêmes. La seconde stratégie, ça va être la résilience. Et la résilience, c'est l'ensemble des mécanismes permettant à la plante de retrouver ses structures et ses fonctions de son état de référence à la suite d'une perturbation. Et ici,
on va passer donc par la posture altérée, qui est en lien avec le contrôle postural. Donc, dans cette stratégie, la plante va subir la perturbation et en fait, derrière, elle va mettre un ensemble de mécanismes lui permettant de retrouver sa posture initiale, par exemple. Et dans ma thèse, j'ai seulement étudié cette stratégie. Je vais un tout petit peu faire de biomécanique des plantes, mais je vais être très léger parce que c'est un peu de physique, un peu de biologie, donc c'est juste une petite introduction. Donc le contrôle postural, c'est l'ensemble des tropismes qui vont permettre la redirection de croissance des organes de la plante et qui vont lui permettre en fait de retrouver sa fonction et ses structures de son état de référence à la suite de la perturbation. Quand on parle de redirection de croissance des organes, on parle donc de mouvement d'organes et donc de modification de sa forme. Et en biomécanique des plantes, la définition de la forme d'un organe est liée à l'angle et à la courbure, c'est-à-dire à la géométrie. Et du coup, les deux paramètres qu'on va surtout étudier, c'est l'angle, donc sur la gauche, et la courbure sur la droite. Donc on peut définir l'angle par rapport en fait à la verticale. Donc par exemple, en ce point-là, donc il est défini par rapport à une droite verticale. Euh, donc ça, c'est un premier paramètre que l'on va utiliser. Et le deuxième paramètre, ça va être la courbure, c'est-à-dire l'évolution de l'angle entre deux positions. Donc par exemple, entre la position 1 ici et 2 ici, on va prendre D2A et D2S et ça va nous donner en fait la courbure. Et c'est vraiment les deux paramètres que l'on étudie pour à la fois étudier la forme de l'organe et du coup indirectement retourner à la redirection de croissance de ce même organe. Au niveau du contrôle postural, il faut voir en fait ce processus comme un cycle rétroactif qui se stimule par lui-même. Donc sur ce schéma, on voit un petit bilan de le contrôle postural. Donc en première étape avec la plante ici, qui va sentir, qui va percevoir plutôt, pardon, des signaux internes ou externes qui vont lui permettre en fait de rediriger sa croissance. Donc on peut notamment penser à la lumière ici ou à la gravité. Et en fait, la plante par la suite va intégrer ces signaux, mettre en place des mécanismes moteurs pour permettre la redirection de sa croissance. Et in fine, la plante va modifier sa forme, donc la perception des premiers signaux va être modifiée. Et du coup, en fait, on a un cycle qui se gère, qui s'auto-gère lui-même via différents signaux. Et en fait, historiquement, donc, l'étude du signal perception a été faite seulement par le phototropisme, c'est-à-dire le signal lumière, ou le gravitropisme avec le vecteur de gravité, qui est en fait la première composante de ce cycle d'autorégulation. Et ce deuxième cycle, pardon, cette deuxième composante, ici en orange, en fait, la composante motrice de ce processus. Du coup, le premier élément qu'on va regarder, ça va être comment cette perception est réalisée. Donc, je vais aller assez vite là-dessus. Donc, on reprend la composante perception du contrôle postural. Au niveau de la lumière, donc, on a par exemple des récepteurs phototropines, comme indiqué sur ce schéma, que je n'ai pas pris en compte et pas étudié pendant ma thèse. Donc, je ne vais pas détailler plus. Et au niveau de la gravité, donc, on va parler de graviperception. En fait, on a au niveau des cellules de la tige, on a ce qu'on appelle des statolites qui sont en fait des grains d'amidon. Et en fonction de l'inclinaison de la tige, on va avoir en fait un mouvement de sédimentation, comme on peut le voir en fait sur ces images. Et en fait, ce mouvement de sédimentation va indiquer à la plante son inclinaison par rapport au vecteur de gravité, c'est-à-dire au vecteur par rapport à la verticale, pardon. Donc, moi, j'ai surtout regardé le gravitisme durant ma thèse. La deuxième composante, donc, est la composante motrice, ce qui va permettre de mettre en place en fait la redirection de croissance de ces organes. Et en fait, on a trois moteurs différents. Donc, le premier, c'est une élongation différentielle par pression de turgescence. Donc, on va surtout retrouver ça chez Arabidopsis ou dans des zones en croissance primaire. Le deuxième moteur, c'est via la croissance secondaire et la formation du bois de tension à coucher et l'écorce, donc ici chez les plantes ligneuses. Et enfin, on a une élongation différentielle qui est localisée, qu'on appelle le pulvinus, et on va retrouver ça chez les céréales. Et dans cette présentation, je vais surtout vous parler du moteur numéro 2. Donc ce moteur, donc ici sur une coupe au bleu astrasafranine, où on voit en fait sur la face supérieure, ici en bleu, entouré en violet, pardon, le bois de tension qui a été formé à la suite d'une inclinaison chez une tige de peuplier, que l'on retrouve sur la face supérieure des troncs des angiospermes. Et en fait, on a cette formation de bois spécialisé qui va permettre la redirection de croissance de la tige à la suite d'une inclinaison, par exemple. Et au niveau anatomique, on va avoir de fortes différences en fait entre le bois normal et le bois de tension, avec des fortes modifications
au niveau des fibres, donc on va avoir moins de vaisseaux, etc., etc. Donc on peut facilement différencier en fait le bois normal du bois de tension. Au niveau anatomique, donc là c'est un petit schéma qui vous représente la fibre de bois normal au niveau du bois de tension. Donc sur la gauche, on voit que la fibre à coucher ici, donc divisée en trois parties, donc S1, S2, S3. Et en fait, chez la fibre à coucher, on va avoir une disparition de la couche S3 et l'apparition de cette fameuse couche G gélatineuse. Donc on va avoir à la fois une forte modification de la composition et de l'organisation. On va retrouver par exemple beaucoup plus de cellulose et une orientation des angles de microfibrilles très différentes dans la couche G par rapport aux couches S1 et S2, une différence du coup de MFA. Et en fait, cette couche G est génératrice des contraintes à la suite d'une inclinaison, permettant in fine à la tige de se réorienter. La première étape de ce travail, en fait, c'était de modéliser ce contrôle postural. Donc ça a été fait il y a une petite dizaine d'années par le laboratoire où j'ai fait ma thèse. Et un premier modèle a été créé, c'est le modèle A. Et en fait, ce modèle, donc ici, cette première équation, il indique que la variation de courbure en fonction du temps est liée à l'angle d'inclinaison A, ici, et une certaine sensibilité gravée perceptive, donc bêta. C'est une sensibilité qui indique comment la plante, entre guillemets, perçoit l'angle d'inclinaison A. Et dans ce modèle, donc l'hypothèse testée, c'est que la régulation du mouvement tropique résulte de la seule perception de l'angle d'inclinaison A par rapport à la gravitale. Donc, en résumé, que la régulation des mouvements des plantes est seulement liée au gravitropisme. Donc, quand on fait tourner ce modèle, on voit que la tige se redresse, mais en fait a des oscillations complètement infinies et où on n'atteint aucun état stationnaire, puisqu'en tout point de la plante, vu qu'elle ne perçoit que son angle, il y a forcément un point au niveau de la tige qui perçoit son inclinaison. Et vu que, par exemple, si on prend ici ce point-là en vert, il n'est pas complètement aligné avec la verticale, et du coup réajuste sans cesse sa posture, et du coup c'est pour ça qu'on a des oscillations qui sont infinies. Ça ne reproduit donc pas les formes intermédiaires, et ce modèle n'est pas valide. Du coup, ce qui a été fait, c'est qu'on a introduit un nouveau paramètre dans ce modèle qui est l'autotropisme, c'est-à-dire la perception de sa propre courbure par la plante. Donc, on connaît déjà cette perception chez les animaux ou chez les humains. Et en fait, ça a été introduit dans ce contrôle postural au sein d'un nouveau modèle qui est le modèle AC. Et au sein de ce modèle AC, du coup, on reprend la même équation. Donc, on a la variation de courbure en fonction du temps qui est toujours liée à l'angle d'inclinaison A avec une certaine sensibilité bêta, mais on ajoute la courbure C avec une certaine sensibilité proprioceptive cette fois-ci. Comment la plante, entre guillemets, perçoit sa propre forme. Donc ici, l'hypothèse TC, c'est que la régulation du mouvement tropique résulte de la perception de l'angle d'inclinaison A et de la courbure, c'est-à-dire du gravitropisme et de l'autotropisme. Et encore une fois, on n'a pas encore intégré le phototropisme dans ces modèles-là. Et lorsqu'on fait tourner ce modèle, on voit que, in fine, en ajoutant en fait cet aspect autotropique, la plante atteint un état stationnaire. Et en fait, c'est des choses qu'on voit dans nos expérimentations avec une courbure qui se regroupe à la base de la tige. Donc l'état stationnaire est atteint, c'est un modèle qui est en accord avec les expérimentations et du coup on peut le valider et l'utiliser par la suite. Au sein de ce modèle, on intègre un nombre B, donc qui en fait est le ratio entre les deux sensibilités, donc bêta et gamma, et LGZ, c'est-à-dire c'est la longueur de la zone en croissance au niveau de la tige. Et en fait, ce nombre B va nous indiquer en fait comment la plante, on va pouvoir prédire comment la plante et à quelle vitesse la plante en fait va pouvoir se redresser, par exemple, à la suite d'une inclinaison. Donc ça, c'est un nombre qui peut être utilisé. Et voilà, il définit la forme finale, pardon, de la tige comme la dynamique de la cinématique. Alors, qu'est-ce que c'est l'autotropisme? Donc ici, on va parler de proprioception, donc la perception de sa propre courbure par la plante, avec très peu de connaissances scientifiques. Donc là, par exemple, c'est une expérience d'Okamoto et là en 2015. Donc il y a une Arabidopsis qui est inclinée. Au bout d'une heure, l'Arabidopsis s'est redressée via l'autotropisme et en fait, via le gravitropisme, pardon. En fait, au bout d'une heure, ils vont mettre en place une clinorotation. Et par cette clinorotation, en fait, on va empêcher la sédimentation des statolites. Et du coup, empêcher la perception de l'inclinaison par rapport
à la verticale de la plante. Donc en fait, on va suspendre le gravitropisme. Et à partir de ce moment-là, en fait, le seul tropisme qui va aider à rediriger la croissance de la plante, ça va être la proprioception, justement. Et en fait, on voit qu'au bout de une dizaine d'heures, la plante revient en fait à l'état horizontal sous clinorotation. Et ils ont regardé, et en fait, leur hypothèse, c'est que des fibres immatures, donc des filaments d'actine-myosine, seraient en fait les senseurs, donc les acteurs de cette perception, mais c'est encore très évasif de ce point de vue-là. Donc moi, dans ma thèse, je me suis posé deux questions. Donc, est-ce que l'autotropisme est un mouvement actif ou passif chez les arbres? Et si en fait l'autotropisme peut être lié à la formation de bois de tension ou pas du tout. Donc, dans le cadre de ma thèse, j'ai utilisé un dispositif expérimental assez original. En fait, ça va être des sphères isotropes et agravitropes. Parce qu'en fait, le but de ma thèse, c'était vraiment d'étudier le comportement de la plante sous l'effet de l'autotropisme, mais seul. Et en fait, il a fallu donc suspendre à la fois le phototropisme et le gravitropisme. Donc, on avait une sphère isotrope, c'est-à-dire une centaine de néons autour des sphères qui donnaient en fait une intensité lumineuse identique provenant de toutes les directions. Donc, la plante n'avait pas une source lumineuse plus importante qu'ailleurs. Et agravitrope, c'est-à-dire on avait la présence d'un clinostat ici sur l'image qui permettait en fait de mettre en place la rotation de la plante et du coup suspendre le mouvement de sédimentation des statolites et donc suspendre le gravitropisme. Et lorsqu'on mettait du coup la plante à l'intérieur de ces sphères, avec une rotation, on avait seulement l'autotropisme qui jouait sur la direction de croissance de la plante. On avait mis en place une irrigation automatique avec un clinostat donc intégré, une prise de photo automatisée. La seule chose qu'on n'avait pas, c'était une régulation thermique, c'est-à-dire que l'hiver, vu que c'était dans un hangar, il faisait très froid. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, au printemps, une expérimentation d'un arbre, c'était 30 jours. En hiver, on pouvait arriver à 60. Donc, c'était le double de temps. Donc, en hiver, c'était assez compliqué de faire des expérimentations et l'été aussi, vu que dans le hangar, il pouvait faire facilement 40-45 degrés et dans les sphères encore plus chaud. Donc c'était un peu compliqué. Donc, c'était vraiment le seul facteur limitant ici. Donc, ce dispositif permet d'étudier spécifiquement l'autotropisme des plantes. Au niveau du dispositif, on avait deux protocoles. Donc là, je vous ai mis une petite image pour vous montrer qu'en fait, on étudiait seulement les 10 premiers centimètres de la tige. Et en fait, on considérait cette zone déjà en croissance secondaire au début de l'expérimentation, parce qu'en fait, c'est la zone en croissance secondaire qui nous intéressait. Donc, dans le premier protocole, donc témoin, on a indiqué, donc on mettait la plante au sein de la sphère à l'horizontale. On attendait environ 20-25 jours et en fait, à la fin de l'expérimentation, la plante était complètement redressée à la verticale. Donc ici, on avait seulement un effet du gravitropisme et de l'autotropisme. Dans le second protocole, donc spécifique à l'autotropisme, la première chose, c'est qu'on mettait la plante à l'horizontale au sein de la sphère. On mettait en place la clinorotation à un certain niveau de courbure de la zone que l'on étudiait. Et en fait, mise en rotation, suspendait le gravitropisme. Et du coup, notre but, c'était de voir qu'est-ce qui se passait ensuite. Et du coup, on attendait en moyenne 2 à 1 mois jusqu'à la fin de l'expérimentation pour, in fine, retrouver potentiellement la tige de peuplier complètement revenue à la verticale après un premier mouvement de courbure. Donc, au niveau des résultats, donc les premiers résultats, ça avait des vidéos parce que je me suis vite rendu compte pendant ma thèse que expliquer les différents protocoles, des images, c'est un peu abstrait, alors que des vidéos, c'est plus simple. Donc, dans le premier protocole, donc le protocole contrôle, donc on met la plante à l'horizontale, elle se redresse complètement au bout de 2 à 3 semaines, comme on peut le voir sur cette vidéo. Donc, c'est quelque chose qui était attendu, donc ça, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et dans le deuxième protocole, donc on met la plante à l'horizontale, donc là, la vidéo est un peu plus lente. En fait, on va avoir du coup un premier mouvement de courbure vers le haut, qui correspond en fait à la même phase que dans le premier protocole. Et à partir d'un moment, on va mettre en place la clinorotation. Et en fait, petit à petit et très lentement, on va avoir en fait un mouvement de décourbure de la tige. Et en fait, la tige va revenir pratiquement à son état initial et complètement à l'horizontale au bout de 35 à 60 jours en fonction des expérimentations. Donc pour analyser tout ça, on a utilisé en fait un logiciel qui a été créé dans le laboratoire où j'étais, Interact,
qui va nous permettre en fait d'analyser ces différents mouvements. Donc là, je vais vraiment vous présenter ce qu'on peut avoir. Donc la première chose que l'on peut avoir, c'est l'évolution des formes successives. Donc en abscisse, ici, vous avez la longueur de la zone étudiée, et ici, pareil, avec le mode couleur, donc en fonction du temps. Donc en violet, c'est le temps zéro, et en jaune, c'est les dernières photos. Donc ici, à gauche, vous avez le protocole témoin, où on voit qu'on a un très beau mouvement en fait, de courbure vers le haut, avec les dernières formes qui sont vraiment pratiquement à la verticale. Et ici, vous avez le second protocole, où en fait, c'est un peu plus anarchique, on va dire. Et pour vous détailler un peu, ici en noir, vous avez la forme de la plante au moment de l'activation du clinostat. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que même après l'activation du clinostat, on a un mouvement de courbure qui continue vers le haut, jusqu'ici. Puis la plante a un second mouvement en fait de décourbure à la suite de la mise en place du clinostat, ici en jaune. Donc c'est beaucoup plus anarchique et un peu compliqué à analyser, mais c'était juste pour vous montrer ce qu'on peut avoir. La deuxième chose que l'on peut avoir, c'est un thermogramme pardon, de la courbure. Donc, en abscisse, vous avez la longueur de la zone étudiée et en ordonnée le temps. Et en fait, on voit que en fonction du protocole témoin en haut et du protocole autotropisme, on a des choses très différentes, avec une courbure ici à la base qui se concentre, alors qu'au niveau des protocoles autotropiques, on n'a pas du tout la même chose. Et à la fin de l'expérimentation, on a ici à peu près une courbure qui est homogène euh, sur toute la longueur de la zone étudiée, alors que chez le protocole témoin, c'est pas du tout la même chose. Au niveau des différents paramètres que l'on peut sortir, donc là c'est pour le protocole témoin, donc on a plusieurs paramètres. Donc en haut à gauche, on a l'évolution du rayon en fonction du temps. Donc en fait, le souci qu'on a eu, c'est qu'on a dû créer un nouveau temps, qui est le temps RDD, donc Radial Degree Days, qui à la fois prend en compte la croissance radiale de la tige et à la fois l'effet thermique. Parce qu'en fait, vu que nos expérimentations ont été faites à des mois différents, avec des tiges avec une certaine différence de diamètre, on avait une très forte disparité et une très forte variabilité. Et du coup, on a créé ce temps vraiment pour faire en sorte euh, d'assouplir, entre guillemets, les effets de la différence de croissance radiale et surtout, en fait, de la température, vu que les expérimentations ont été faites à des mois différents. Donc, on voit au niveau rayon qu'on a une évolution linéaire entre les deux segments. Donc, le segment 1 représente les 3 premiers centimètres de la zone étudiée et le segment 3 les 3 derniers centimètres de la zone étudiée, donc 1 à 3 et 7 à 10. Au niveau de l'angle, donc, on a une différence qui s'accentue entre les deux segments. Donc, ça, c'est plutôt logique avec une stabilisation à la fin qu'on retrouve au niveau de la courbure. Et au niveau du taux de courbure, on a une baisse linéaire au niveau du temps, puisqu'en fait, 0, c'est quelque chose qui est rectiligne. C'est plutôt logique, en fait, qu'à la fin, en fait, on arrive proche de 0. Donc ça, c'est pour les plans de contrôle. Au niveau des plantes autotropiques, donc là, on a quelques différences. Donc ici, vous voyez sur ces graphiques des barres jaunes et des barres vertes. Et en fait, c'est deux temps expérimentaux très importants de l'expérimentation. En jaune, cela correspond à la mise en place du clinostat, de la clinorotation. Donc le temps, donc là, on a basé nos graphiques sur le temps zéro, donc de l'expérimentation, qui est la mise en place de la clinorotation. Et en vert, c'est le pic de courbure de la plante. Donc on voit que les rayons ont une évolution linéaire, donc qui augmente au cours du temps. Les angles ici sur ce graphique, on a une forte différence entre les deux segments, avec un angle beaucoup plus important au bout de la zone étudiée, ce qui est plutôt logique puisque bah, c'est celui qui va en premier arriver à la verticale, avec un angle en fait qui augmente jusqu'au pic de courbure ici en vert, puis qui diminue avec le temps qui correspond au mouvement des courbures. On retrouve la même chose sur le graphique de la courbure ici en bas à gauche. Et ici, donc, le taux de courbure. Euh, pour schématiser, si le taux de courbure est au-dessus de zéro, c'est que la courbure est vers le haut. S'il est négatif, c'est une courbure vers le bas, c'est-à-dire une décourbure. Et ici, on a donc différentes phases. Donc, on a la phase 1 jusqu'à la clinorotation qui est la barre jaune, un taux positif donc en augmentation. On a un mouvement de courbure vers le haut. À la suite de la clinorotation, donc entre la barre jaune et la barre verte, on a un taux qui est positif mais en baisse. Et en fait, ça correspond à cette phase où pendant 2 à 4 jours, la plante va continuer à avoir un mouvement de courbure vers le haut, mais de plus en plus lent. Et en fait, après la barre verte, donc après le pic de courbure, le taux est négatif et du coup, on a un mouvement de décourbure de la tige.
Donc, ça nous permet un peu de différencier ces deux protocoles et d'avoir énormément de résultats. Donc, j'ai un peu regardé dans le détail la variation de courbure des différents individus. Donc ici, vous avez juste quelques photos que j'ai sorties. Donc entre le jour 0, par exemple, et le jour 11, premier mouvement de courbure, puis entre le jour 11 et le jour 36 pour le mouvement de décourbure. Ici, vous avez toujours le temps en abscisse, donc le temps RDD justement pour intégrer l'effet croissance radiale et thermique en fonction de la variation de courbure au cours du temps, avec les différents individus qu'on avait. Et en fait, à partir de ces courbes-là, on peut justement sortir les deux sensibilités que l'on a vues dans le modèle, donc la sensibilité bêta et la sensibilité gamma ici. Donc 6,01 10 puissance moins 4 et 6,02 10 puissance moins 3. Le seul souci qu'on a eu, c'est que c'est difficile à analyser et à comparer parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on utilisait ce modèle sur des plantes ligneuses. Donc c'est juste un ordre d'idée, mais ça n'a pas énormément de portée et c'est difficilement comparable en fait. Donc, avec ces différentes méthodes, donc les sphères, isotropes à gravitropes et ce logiciel, on a un suivi qui est extrêmement précis des mouvements et une quantification précise des sensibilités graviperceptives et proprioceptives. Donc, au niveau anatomique, maintenant, qu'est-ce que ça donne? Donc, au niveau du protocole témoin, donc, on a bien une zone de bois de tension ici en bleu qui ressort grâce à la cellulose sur la face supérieure. Donc, un mouvement de courbure vers le haut, une zone de bois de tension sur la face supérieure. Donc, ça, c'est tout à fait classique. Et ce qu'on retrouve chez les seconds, au sein du second protocole, donc pour l'autotropisme, on retrouve deux zones de bois de tension sur chacune des deux faces. Et en fait, si vous vous souvenez, au niveau des graphiques, il y avait des courbes, enfin des barres jaunes et vertes au niveau des temps caractéristiques, donc inclinostat et pic de courbure. Et en fait, on a monté un petit algorithme que je présente pas parce que c'est un peu compliqué, pour en fait mettre au niveau anatomique, au niveau de la coupe anatomique, le diamètre de la plante au moment de l'activation du clinostat et au moment du pic de courbure. Donc en fait, pour remonter et faire un lien en fait entre les mouvements et les modifications anatomiques. Donc sur cette coupe, par exemple, la première barre, ici en jaune, c'est le diamètre de la plante au moment du pic de clinostat, pardon, de l'activation du clinostat. Et ce qu'on voit en fait, c'est que la zone de bois de tension de la face supérieure est comprise dans ce diamètre. Et du coup, ça nous conforte dans l'idée que la zone de bois de tension de la face supérieure a permis le premier mouvement de courbure vers le haut de la plante. La barre verte ici correspond au diamètre de la plante au moment du pic de clinostat. Donc, on voit que la zone de bois de tension de la face supérieure est toujours comprise dans ce diamètre, mais que la zone de bois de tension ne l'est pas. Et en fait, ça nous indique que le bois de tension de la face inférieure, ici, a été produit à la suite du pic de courbure de la plante, et du coup, lors du mouvement de décourbure. Donc ça nous permet de dire qu'on a une relocalisation de la formation des fibres à coucher au niveau du bois de tension durant la clinorotation, donc ici sur la face inférieure de la tige, qui va générer des mouvements actifs, puisqu'il a été, en fait, le mouvement de décourbure de la plante est lié à la formation du bois de tension sur la face inférieure de la tige. Et donc que l'autotropisme est capable de recruter ce moteur. Si on veut regarder anatomiquement plus précisément ces fibres à coucher, donc ici au niveau de la face supérieure à gauche et au niveau de la face inférieure, on va regarder rapidement deux paramètres parce que c'est en fin de thèse. Donc le premier, c'est l'épaisseur de cette couche G où en fait on a une couche G qui est un peu plus épaisse en face inférieure qu'en face supérieure, alors qu'on a en fait des angles de microfibrilles qui sont complètement égaux entre ces deux faces et ces deux zones de bois de tension entre guillemets. Pour conclure sur cette présentation rapidement, donc on a une relocalisation de la formation du bois de tension lors du mouvement de décourbure qui est actif de la tige, et du coup nos résultats nous permettent d'émettre une nouvelle hypothèse concernant la formation du bois de tension, qui en fait ne serait pas liée à une face, comme on l'a toujours lu au niveau de la bibliographie, donc sur la face supérieure, mais plutôt en fait à une balance graviperception-proprioception. On a pu quantifier ces sensibilités graviperceptives et proprioceptives avec un calcul du nombre B. Donc ici, je vous ai mis nos résultats. Donc, nous, on a un nombre B à 2,40 et en fait, une précédente étude qui a été faite, mais dans des conditions très différentes en pot, avait trouvé 2,69. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a baissé l'intervalle de confiance euh, de 5 fois. Donc, ça prouve quand même que notre méthode est précise et efficace. Et du coup, on peut quantifier comment les plantes, entre guillemets, perçoivent les stimuli gravité et courbus.
Rapidement, les quelques perspectives. Donc, au niveau de la composante perceptrive du contrôle postural, la première chose serait d'étudier les acteurs de la proprioception. Donc, on peut notamment penser au cytosquelette. Et pour vous parler de ça, donc il y a des travaux d'une doctorante de mon ancien labo qui regarde ça. Donc ici, on a la sensibilité graviperceptive des sauvages et ici des mutants vilines. Donc en fait, qui sont des mutants pour la formation, il me semble, des filaments d'actine. Donc au niveau de la sensibilité graviperceptive, ça ne change rien. Par contre, au niveau de la proprioception, on a des forts changements avec des fortes baisses de la sensibilité proprioceptive chez ces mutants-là. Donc, ça pourrait potentiellement impliquer ces filaments d'actine comme acteurs de la proprioception. Et puis, ça serait peut-être intéressant de regarder si, notamment chez les conifères avec les gymnospermes, on a aussi ce genre de mécanisme et de relocalisation du bois de compression cette fois-ci. Donc, ça serait toujours intéressant à regarder. Au niveau de la composante motrice, donc la première chose que on pourrait voir, c'est est-ce qu'on a du bois de compression en conditions autotropiques strictes, donc qui est un peu lié à la dernière perspective de la précédente diapo. De caractériser ce bois de tension dit autotropique, donc regarder par exemple les hormones, les gènes qui sont actifs durant sa formation. Euh, et plus précisément, donc le dernier point que je voudrais dire, c'est l'interface entre le bois de tension avec et sans coup G, notamment sur la face supérieure. Euh, donc c'est assez visible sur cette image, donc j'ai zoomé sur cette partie-là. Alors, on a en fait un bois de tension qui a des caractéristiques anatomiques du bois de tension, mais sans coucher. Donc ici, on a le bois de tension qui est fortement, qui ressort en fait en bleu grâce à la cellulose, mais on a toute cette partie-là, ici en blanc, qui anatomiquement ressemble à du bois de tension, mais sans coucher. Donc ça serait intéressant à regarder. Et si on remet en fait les diamètres de la tige au moment de l'activation du clinostat et du pic de courbure, on se rend compte que c'est les 2 à 4 jours où le mouvement de courbure continue vers le haut, mais qui ralentit. Donc, ça serait toujours intéressant de voir pourquoi en fait on a cette différence-là entre ces deux zones de bois de tension, comme si entre guillemets la formation de la QG a été abandonnée au moment de l'activation du clinostat sur ce bois-là. Donc, je remercie pour votre attention. J'étais un peu long, je crois, mais merci. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Merci à toi. Super intéressant. Euh, Est-ce qu'on a quelques questions? On applaudit. Marie-Béatrice. Euh, oui, salut Alexandre, merci Salut. pour cette belle présentation. Euh, c'est sur cette deuxième perspective, est-ce que tu mets en évidence, c'est-à-dire que quand vous supprimez, enfin quand vous mettez en route la rotation, Oui, ça continue de courber oui. pendant ben, le temps de 2 l'épaisseur à du... 4 jours en moyenne, ouais. Ouais. Et vous l'expliquez comment? Enfin, vous avez réfléchi au fait que ça continue? Eh ben, pas vraiment. On n'a pas vraiment regardé parce que c'est quelque chose qui était un peu hors cadre de ma thèse, pour le coup. Mais on a un peu étudié, donc on pensait soit à une sorte de moment d'inertie, où en fait, par exemple, les dernières fibres à coucher qui ont été formées en fait juste avant la mise en place du clinosa, par exemple, Mhm. ici, bah, le temps de maturation des fibres à coucher et de la formation, de la en place des contraintes pouvait induire en fait une certaine continuité du mouvement de courbure vers le haut. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que avec notre petit algorithme, en fait, on se rend compte que dès que le clinostat est mis en place, la formation de la QG en fait est stoppée immédiatement. En fait, il n'y a pas de temps de latence entre guillemets. Donc, Parce mais que, du ouais, coup, oui, vas-y. non, ouais, la couche G, donc le bleu, c'est parce que c'est la couche G. Les autres, c'est du xylème presque normal, sinon qu'il y a moins de vaisseaux, c'est Ouais, ça? bah, c'est pour ça que je précise qu'anatomiquement, si on regarde sur la coupe, ça ressemble vraiment à du bois de tension, mais sans couche G. Pour Ok. le coup. Alors après, on n'a pas fait des coupes plus précises avec un zoom beaucoup plus important pour regarder ça. Ça, c'est Euh, comme si les cellules du cambium, enfin, ça veut dire que enfin, c'est imprimé dans le développement des cellules. Ces mm, cellules-là, elles se sont développées après. ouais.
mais Enfin, sans touche. après la mise en route du clinostat, mais elles ont été comme tu primées, enfin tu vois, quand elles Mhm. se sont formées dans le cambium, parce que ouais, ça arrive bien, ouais, comme ça, probablement au moment où elles étaient encore sous contrainte, C'est ça, c'est ça. ouais, il y a Donc ça serait une sorte ouais, de d'interface. résilience, de Mhm. marquage enfin, de l'expression enfin, en tout cas, du devenir des cellules parce qu'elles ont vécu un moment clé dans la mise en place, en fait. C'est ça. Et en fait, cette interface, justement, on le retrouve pas du tout sur la face inférieure, pour le coup. On le retrouve majoritairement sur la face supérieure. Mais du coup, c'est assez intriguant. Et on sait combien de jours entre une cellule, enfin, pour passer du stade je sors du cambium à je deviens mature. Non, là de tête, je saurais pas dire, pour le coup, personnel. Ok, merci. Pas de souci. Oui. On a le temps pour prendre une question ou deux supplémentaires. Erwin? Ouais, bon, bonjour, merci Genre, pour cette présentation vraiment très intéressante. Ça m'a fait prendre conscience de l'importance de la proprioception et de la façon de la mettre en évidence. Et puis le dispositif expérimental digne de 2001 Odyssée de l'espace est vraiment très impressionnant. c'est un Bon, peu après, ça. un tel bijou d'expérimentation dans un hangar qui surchauffe, c'est un peu moins bien. Oui, bah c'est Bon, surtout qu'on se rend peut-être pas compte sur l'image, mais en fait, elles font vraiment 2 mètres, 2 mètres sur 2 mètres. Donc en fait, et on en a que 3. Et en fait, une fois positionnés, c'est très très compliqué de les bouger. bah Donc oui. il aurait fallu les mettre dans une pièce climatisée pour vraiment optimiser la Oui. température, etc. Mais du coup, trop compliqué après coup. Bon, c'était pas ça la question. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que vous avez déjà, chez le peuplier, des mutants qui diffèrent dans leur niveau de redressement ou de sensibilité à ces signaux? Et je pense en particulier à tous les mutants fastigiés dans lesquels les branches n'ont absolument pas la même inclinaison par rapport à des branches normales, dans le cas du peuplier noir, hein. Les formes fastigiées ont des branches qui se redressent violemment. Est-ce que ce type de réponse proprioceptive peut être à l'origine de ces différentes architectures? Est-ce que c'est des mutations qu'on commence à connaître? Alors, si on reste au niveau proprioceptif, il n'existe aucun mutant à proprement parler au niveau de la proprioception chez le peuplier. Ouais. Et y compris là, ce que j'ai montré en perspective au niveau d'Arabidopsis, c'est vraiment les prémices. Donc, je pense que c'est un peu précoce pour les peupliers. Et je pense que d'ici quelques années, on aura un développement beaucoup plus important, d'abord sur Arabidopsis, qui est plus une plante modèle et en fait qui est facilement utilisable en très grand nombre. Par exemple, pour vous donner un nombre d'exemples, sur ma thèse, en 3 ans, j'ai fait 12 individus. Sur un radionotice, 12 individus, c'est une journée. Donc, on peut faire ça beaucoup plus facilement. Donc, je pense que c'est un peu précoce. Je pense que ça va arriver sur Arabidopsis, mais sur Peuplier, pour l'instant, au niveau proprioception, c'est très, très éloigné encore pour avoir du mutant, je pense. Et l'origine de la mutation qui transforme l'architecture du peuplier en fait un fastigier. On, Bah, on sait, on sait ce qui est derrière. il me semble pas, mais après ça pourrait être tout à fait la proprioception. En fait, il faut vraiment savoir, enfin voir ça en fait comme une balance de proprioception. Donc en fait, quand on a un mouvement par exemple de courbure qui est très rapide d'un peuplier vers le haut, si c'est très rapide en fait au départ, c'est que c'est le facteur graviperception qui est plus important. Et en fait, plus la plante va s'approcher de la plaque verticale, plus la plante en fait va s'auto-réguler pour vraiment atteindre cet état stationnaire. Et du coup, c'est la proprioception qui va plus prendre le pas sur la graviperception. Donc en fait, que ce soit au niveau de la tige ou de la branche, je pense vraiment que c'est une balance entre les deux, entre graviperception et proprioception. Après, voilà, le souci, c'est que c'est un processus qui est pas vraiment connu encore. Donc c'est assez compliqué. Donc là, ce qu'on a fait déjà sur Peuplier, c'était assez innovant. Et en fait, on avait la même chose sur blé, mais c'est encore plus compliqué. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une balance de ces deux, donc gravi et proprio.
et qui peut jouer en fait que ce soit sur la tige ou sur les branches, je pense. Dans ce registre, enfin, moi je les connais pas bien, mais il y a des études sur l'orientation des racines. Les racines, le pivot est très gravitrope, les autres sont très latérales et elles maintiennent leur angle en fait, quoi qu'il arrive. Il y a un caillou, elles dévient et après elles reprennent l'angle avec lequel elles poussaient. Et sur le maintien d'un angle donné par rapport à la verticale, il y a des choses je sais pas enfin, ça ressemble un petit peu à- alors, c'est moins des affaires de courbure, en fait. Enfin, mais sur le maintien de l'angle par rapport aux branches, tu vois, je sais pas si c'est de la courbure ou bien un cap, quoi. C'est un degré de gravitropisme. Ok. Mm. Mathias, tu avais une question? Oui, merci. Je me demandais à l'influence à la lumière. Déjà, je pensais toujours que c'était le plus important. Et je me demandais pourquoi dans votre sphère, on a besoin de lumière un peu partout. Si on fait juste une lumière en haut et ça tourne, ça va avoir aussi la même lumière à peu près, non? Alors, pour répondre à la première question sur est-ce que la lumière est le plus important, je répondrai pas à cette question. Enfin, je pense que c'est encore tôt pour dire est-ce que quel tropisme est plus important que l'autre. Et je pense que ça est bon là c'est en condition expérimentale, mais je pense que c'est encore plus compliqué et surtout lié en fait à l'environnement de la plante dans son environnement extérieur. Donc je pense que c'est compliqué de répondre à cette question. Euh, Même si on voit que dans nos modèles, en fait, s'il n'y a pas de proprioception, il n'y a pas d'état stationnaire de la plante. Donc peut-être que ce facteur qui est encore peu connu est plus clé que le gravitropisme ou le phototropisme. Je m'avance peut-être, mais c'est mon avis. Et pour répondre, Ouais, bon, bah, juste pour répondre rapidement du coup à la deuxième question, plus au niveau matériel méthode, en fait, on a vraiment besoin d'une lumière qui a la même intensité provenant de toutes les directions parce que alors il y avait avant ma thèse, il y avait déjà eu quelques études précédentes qui avaient été faites et en fait, si on a une lumière par exemple, qui vient seulement du haut, en fait, on a un mouvement de courbure qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace parce que bah, du coup, on ajoute une source lumineuse en plus. Et en fait, on pourrait faire ça parce qu'en fait, la sphère est divisée en quatre, c'est-à-dire qu'on pourrait juste allumer en haut, juste allumer en bas, sur les côtés, l'un des deux côtés, donc on peut faire plein de choses. Et en fait, à chaque fois que on allumait juste en bas ou juste, par exemple, à gauche, et ben, on avait des modifications de vitesse, etc., etc. Donc, c'est bien que le phototropisme a un impact sur le mouvement de la plante. Et du coup, en mettant une lumière qui provient de toutes les directions, on annule, en fait, on suspend ces effets. mhm. J'ai pensé en expérimentation on fait avec les gamins. En fait, on fait une patate dans une boîte avec une trou quelque part où la lumière. Alors la patate va grandir vers la lumière. Et je peux me penser, est-ce qu'on peut faire ça dans cette expérimentation? Je ne sais pas en fait, pour avoir les deux, la lumière et Ah bah ça euh, serait optimal. Après, vu les modèles que l'on utilisait, qui sont pour l'instant pas implémentés avec le facteur lumière, on a essayé quand même vu que voilà l'objectif de ma thèse c'était vraiment l'autotropisme, et d'implémenter en fait le contrôle postural, ce cycle-là. Mais après, in fine, il faudra ajouter le tropisme. En tout cas, il faudra faire des expérimentations. Alors après, est-ce que ça sera avec le même dispositif expérimental Euh, pour étudier les arbres, c'est obligé, pour le coup, parce qu'on va pas utiliser un dispositif comme ça pour Arabidopsis. Mais du coup, je pense que in fine, faudra adapter, forcément. Parce que là, on ne prend pas en compte un tropisme qui est quand même assez important. hmm. Voilà. Merci. Bon, je propose qu'on en reste là. Merci beaucoup, Alexandre. Ben, merci à vous d'être là. Merci à tous. Et juste, Merci. c'est à vous inscrire pour les prochaines semaines si vous voulez qu'on continue le système des séminaires Flash. Bon après-midi. Merci, bon après-midi, Bon au revoir. Merci, après-midi. Claude. À vous aussi. Merci, bon après-midi. Au revoir.